à la fraude, aux notes de frais. Comment y remédier et limiter les risques? Ce sont les questions auxquelles nous tâcherons de répondre lors de cette session. Et pour cela, j'ai le plaisir d'être accompagnée de maître Lionel Yémal, avocat chez PwC et membre du Conseil de l'Ordre du Barreau Bonjour. des Hauts-de-Seine. Nous sommes également avec Julien Mignon-Rousseau, directeur avant-vente chez SAP Concur, et moi-même, Kaina Belmilou, au marketing produit chez SAP Concur. Bonjour à tous. Alors vous aurez l'occasion, vous le verrez durant cette session, de répondre à un court sondage composé de 2 questions. Donc la première, j'ai pu constater que certains d'entre vous avaient déjà répondu. Donc l'idée, c'est de donner votre avis sur les thématiques que vous souhaiteriez voir abordées par SAP Concur. Et vous aurez une autre question qui concerne le thème d'aujourd'hui, qui apparaîtra également durant la session. Donc n'hésitez pas à y répondre. Les réponses sont anonymes et vous pourrez visualiser les résultats de manière agrégée. Je vous propose maintenant d'entrer dans le vif du sujet en abordant la fraude au sens large, avec un regard particulier sur la note de frais. Commençons d'abord par quelques chiffres. Si on regarde ici une étude publiée par PwC en 2018, on constate une tendance à la hausse du taux de fraude reporté par les entreprises françaises ces 8 dernières années. En 2018, 71% des entreprises ont reporté au moins un cas de fraude, contre 68% en 2016. Ce qu'on peut dire, c'est que la fraude ou les erreurs réalisées par les salariés d'une entreprise peuvent avoir des conséquences importantes à l'échelle de l'entreprise, mais rapportées à un individu, celles-ci peuvent vite passer inaperçues. Selon d'autres études mises à notre disposition, on a également constaté que 20% des employés présentent chaque année au moins un achat non conforme à la politique voyage et de dépenses de l'entreprise. 10% présentent quant à eux au moins un doublon, c'est-à-dire qu'ils vont soumettre à nouveau une dépense qui a déjà été remboursée. Toutes ces fraudes, ainsi que les erreurs potentielles commises par les salariés, représenteraient plus de 1,2 milliard d'euros par an en France. Donc ces différentes études ont également révélé que la fraude est commise à tous les niveaux dans l'entreprise et très souvent, elle serait commise par un faible nombre d'employés avec pour autant un impact considérable sur le résultat net de l'entreprise. Cela représenterait en effet, on le voit ici, 5% de perte des revenus annuels d'une entreprise. C'est donc un sujet sensible, important et non sans conséquence à la fois pour le salarié et pour l'entreprise. Je vais maintenant me tourner vers Lionel. Quels sont les types de fraudes le plus souvent reportés par les entreprises? Alors, comme vous l'avez vu dans l'étude PwC, alors qui date de 2018, mais parce qu'on avait fait faire une étude assez large avec un panel important, je crois qu'on était à plus de 7000 entreprises qui avaient été interrogées sur ce sujet. Donc, ce qu'on constate, c'est que a priori, le phénomène de fraude le plus relevé, c'est celui qui relève de la cybercriminalité. Ça nous étonne pas vraiment parce que c'est un sujet sur lequel, en plus, les directions, surtout les DSI, sont de plus en plus intéressés et couvrent ce sujet-là. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'en deuxième position, en troisième position, vous avez ce qu'on appelle les détournements d'actifs et en troisième position, les fraudes aux achats. Et je trouve intéressant parce que bien que la cybercriminalité occupe tout l'espace, et on en parle beaucoup, et parce que effectivement ce sont des cas de fraude où les montants maintenant et les préjudices sont les plus importants, on constate quand même que le détournement d'actifs et les fraudes aux achats, ce sont des fraudes beaucoup plus traditionnelles, on évoquera ensuite sur des cas un peu plus concrets, mais ces deux types de fraudes sont vraiment, comme je vous disais, très traditionnelles et elles ont encore un impact très important sur les entreprises. Donc, il faut là aussi que travailler sur ces sujets qui sont très coûteuses pour les entreprises.
Donc sur cette autre slide, on voit, donc vous avez parlé du top 3 en fait, hein, des fraudes les plus souvent reportées. On a ici également en fait les autres types de fraudes, donc qui vient également d'une étude qui a été publiée par PwC. Est-ce que vous voulez en dire deux Oui, un mots? petit commentaire, c'est-à-dire que vous voyez, comme je vous l'indiquais, la cybercriminalité prend une part prépondérante maintenant, parce qu'il y a un véritable phénomène en termes de typologie, de préjudices qui sont liés à ce type de cette nouvelle criminalité. Euh, Ensuite, quand on dit détournement d'actifs, fraude aux achats, fraude comptable, c'est ce que je vous disais, on est sur des phénomènes beaucoup plus traditionnels sur lesquels les entreprises sont concernées depuis très longtemps, mais on voit bien que ces fraudes-là sont toujours beaucoup d'actualité. Et on peut penser que, par exemple, sur les notes de frais, hein, qui est un sujet qui touche aujourd'hui, c'est un véritable sujet qui doit encore être traité, sur lequel il y a des moyens, compte tenu, je dirais, de l'archaïsme de certains systèmes d'information au sein de nos entreprises françaises, qui doit être traité, et il y a un coût. Alors, il y a aussi un deuxième commentaire, c'est le fait qu'on a essayé de façon très française de catégoriser les typologies de fraude. Malgré tout, on peut aussi les regrouper, hein, de façon plus générique. Il s'agit d'une fraude, avant tout, c'est l'utilisation des moyens de l'entreprise à des fins personnelles. Alors, on en entendait parler avant lorsqu'il s'agissait des dirigeants, hein, on a tous ces mots en tête, hein, l'abus de biens sociaux, l'abus de confiance. Bien, la fraude, elle est aussi réalisée par des salariés, et c'est le sujet qui nous retient aujourd'hui. Merci beaucoup Lionel. Est-ce que vous auriez des exemples concrets à nous donner sur des cas de fraude? Oui, alors, ce que je vous propose, c'est de voir ces trois typologies de fraude, hein, dont on a parlé, c'est-à-dire cybercriminalité, fraude aux achats et les détournements d'actifs. Alors, le premier que j'évoquerai avec vous, c'est un cas très concret qui concerne beaucoup les entreprises de transport et toutes les entreprises dans lesquelles vous avez l'utilisation de véhicules. Vous savez, hein, les parcs de véhicules sont très importants, et en Europe, en France, vous avez eu un phénomène ces 10 dernières années, c'est la hausse du carburant. Et de façon très notable, vous avez eu dans les entreprises une hausse considérable des fraudes au carburant dans les entreprises, alors notamment dans les entreprises de transport routier de marchandises. Pourquoi? Parce que vous avez souvent l'utilisation, soit par le biais de notes de frais, soit aussi dans les entreprises plus spécifiques de transport, l'utilisation de nouvelles cartes, qui sont des cartes gasoil, qui vous donnent accès à des stations-service professionnelles. Et comme il y a, et c'est le cas souvent, hein, dans le cas de la fraude, lorsqu'il y a une distance entre la réalisation d'un acte de paiement et le centre, eh bien, vous vous sentez un peu plus libre de réaliser ce type de fraude. Pour les entreprises de transport routier de marchandises, il faut par exemple savoir, pour vous rendre compte de l'importance, c'est que c'est le premier poste de charge après les salaires. Et on a donc constaté que les employés utilisaient beaucoup ces cartes de gasoil privées professionnelles pour en réalité des usages personnels. Alors ça, concrètement, on retrouvait des bidons d'essence dans les camions, ce qui, en plus du préjudice financier, hein, en plus de ça, vous aviez un préjudice d'image lorsque vous arriviez auprès des clients et qu'on constatait qu'il y avait des bidons, un risque très important en termes de sécurité de surcroît. Vous aviez aussi maintenant ces endroits-là, ces stations-service, il y a des caméras partout. On voyait aussi arriver des véhicules, et des fois c'est une, deux, trois voitures, hein, dont on remplissait on faisait des pleins, et tout ça, bien évidemment, au préjudice de la société. Donc, bien évidemment, on a créé des systèmes d'information pour pouvoir contrôler ces frais de gasoil, mais ça prend un certain temps. Alors, deuxième type
de préjudice, de fraude, c'est celui lié à la cybercriminalité. Je pense que c'est intéressant d'en parler, même si on est peut-être plus éloigné de la note de frais, mais concrètement, vous allez voir que c'est intéressant parce qu'on voit que il y a une nécessité toujours, même à ce stade de complexité, et on a besoin toujours d'une complicité en interne. Alors, un cas très couru maintenant en matière de cybercriminalité, c'est le détournement des fonds qui sont dans les comptes bancaires. Vous avez maintenant des entreprises mafieuses, hein, il faut l'appeler comme ça, qui sont situées à l'étranger et qui sont capables d'utiliser toutes les failles de nos réseaux informatiques. Et en France, il faut savoir que nous avons des réseaux qui sont extrêmement défaillants. Et alors, c'est dû à plein de raisons, hein, la faute de budget. La France n'est pas du tout, n'a pas du tout pris en considération le risque de sécurité informatique. Et ces organismes mafieux étrangers sont au courant de ça, et donc elles attaquent nos entreprises françaises. Et donc elles envoient des spyware, des applications espions qui vont venir recueillir toutes les informations pendant une semaine, un mois, sur nos propres ordinateurs, sur nos réseaux informatiques, et notamment les codes qui permettent de rentrer, de rentrer sur les relevés de banque. Et vous avez au bout d'un moment des détournements de fonds qui se font avec des virements qui sont faits au profit de comptes bancaires qui sont situés à l'étranger. Alors bien évidemment, on s'en rend compte avec beaucoup de retard. Et on se rend compte aussi qu'on n'a pas mis en place les systèmes d'information qui permettent de contrôler tout ça. Et les préjudices sont considérables en France à ce niveau-là. Et là où je vous disais que c'est intéressant, c'est que dans la fraude en France, en tout cas, vous avez toujours besoin d'une complicité ou alors d'une négligence. Par exemple, sur ces fraudes en matière de, enfin, ces détournements par des virements frauduleux, on se rend compte souvent qu'il y a une négligence parce qu'on a besoin, par exemple, pour rentrer dans un compte, c'est pas seulement des codes, mais on a besoin aussi souvent de mettre une clé informatique avec une clé USB. Partout, on vous indique, on fait des formations pour préciser qu'il faut bien retirer la clé lorsqu'on n'utilise pas le code pour éviter toute intrusion malveillante. Eh bien, on se rend compte très souvent que ce simple geste n'est pas réalisé, ce qui permet l'introduction d'une introduction malveillante. Alors, un troisième cas qui est peut-être est plus byzantin, je dirais, et qui concerne la fraude aux achats. Alors, la fraude aux achats, c'est une fraude très importante parce que très longtemps, on a même considéré que les mécanismes de ce qu'on appelle maintenant de la corruption, hein, qu'on ne se cache plus tellement, ça faisait partie hein, de la simple relation commerciale où on s'offrait des cadeaux pour essayer d'obtenir un avantage. Les temps ont changé hein, maintenant et on fait beaucoup plus attention à cela. Mais pour vous donner un exemple de fraude aux achats, c'est-à-dire on a souvent des cas. Alors quand je dis souvent, il faut bien voir que je vois ça de mon aspect clinique, hein, je dirais, avec des cas, souvent c'est peut-être exagéré, tous les départements achats ne sont pas corrompus, il faut relativiser tout ça. Mais un cas qui existe souvent, c'est que vous allez avoir des créations de sociétés avec à la tête, non pas l'acheteur et le commercial des deux entreprises concernées, mais les conjoints. Et ces conjoints vont créer des structures et qui vont permettre de verser des commissions et qui vont permettre ces commissions au commercial de soit offrir des produits, des services à des prix qui sont beaucoup plus avantageux pour lui et bien évidemment au détriment de la société qui est acheteuse. Alors, c'est intéressant, hein, pourquoi? Parce que vous voyez qu'on est maintenant capable de créer des structures juridiques pour organiser des détournements au préjudice de la société. Alors, le préjudice, il est réalisé auprès de l'acheteur, de la société qui va acheter, mais il faut bien se rendre compte que pour la société qui va bénéficier, celle qui vend, eh bien là aussi il peut y avoir un préjudice, parce que si elle ne se rend pas compte de la fraude qui est réalisée par son commercial, eh bien elle peut être aussi auteur de tout ça. C'est pour ça qu'il faut aussi avoir aussi un contrôle sur toute la politique cadeau et invitation qui peut être réalisée dans ces circuits-là. Donc il faut là aussi mettre des systèmes d'information, des politiques d'achat, cadeaux, invitations à mettre en place. Et d'ailleurs, la réglementation, on en parlera après, elle pousse à ça, avec notamment la loi Sapin 2
invite très fortement les entreprises à mettre en place des politiques de cadeaux et invitations. Merci beaucoup, Lionel, pour ces cas de figure. Julien, un point de vue côté note de frais sur des fraudes qu'on a pu constater. Alors qu'on a pu constater, je ne rentrerai pas dans le détail, mais effectivement, les fraudes qui sont les plus courantes, ça va être la soumission de doublons de notes de frais, ça va être effectivement des invitations ou des cadeaux pas forcément conformes à la politique de dépenses de l'entreprise. On observe d'ailleurs qu'il y a on parlait de réglementation, on observe d'ailleurs qu'il y a des secteurs d'activité qui sont beaucoup plus surveillés que d'autres, hein. Dans le domaine pharmaceutique, par exemple, on a des contraintes très importantes sur la loi transparence en fait, sur les déclarations de cadeaux et d'avantages au personnel médical. On reviendra après sur les cas de fraude, mais on a aussi beaucoup de fraudes sur les indemnités kilométriques. Alors, on parle pas de fraude au carburant ici, mais comme on sait qu'un employeur demande rarement un justificatif pour justifier d'un déplacement avec son véhicule personnel, et que bon finalement au lieu de déclarer les 8 kilomètres que j'ai fait, je vais en déclarer 10. On observe qu'il y a pas mal de fraudes, on va appeler ça par négligence, mais ça reste de la fraude, et à échelle d'un grand groupe, ça peut avoir un impact assez conséquent sur les sommes remboursées. Après, ça peut aller beaucoup plus loin, on voit aussi des invitations croisées. Typiquement, je bosse pour le bureau français d'une organisation, Lionel, vous travaillez pour le bureau allemand, et puis hier, vous avez déclaré dans votre note de frais que vous m'avez invité, et puis moi dans la mienne, j'ai déclaré que je vous ai invité. Donc ça c'est difficilement détectable quand c'est deux comptables distincts qui processent les notes de frais, ou quand on est dans deux structures bien distinctes. Donc voilà des exemples de fraudes qu'on constate habituellement. Merci, Julien. Donc, on l'a un petit peu abordé dans la question précédente. Quels sont les risques à la fois pour l'entreprise et pour le salarié? Parce que j'imagine qu'ils sont quand même nombreux. Vous avez commencé à vous l'avez déjà abordé plus ou moins dans la question précédente. Est-ce que vous pourriez Oui. étayer? Alors, le risque, il est en premier chef, c'est un risque, et j'ai parlé de préjudice, c'est le préjudice financier pour la société. Et je rebondis sur ce que vous avez dit, c'est-à-dire que à petite cause, grands effets. Parce que euh, si on considère que ce soit un phénomène très isolé, parfois c'est un oubli, une erreur, ok, on peut ne pas avoir de sujet. Et d'ailleurs, ça ne justifiera pas de sanctions. On va en parler, hein, donc le risque, c'est le risque de sanction. Mais le problème, c'est l'habitude qui peut se créer, et c'est la grande échelle. Je reviens par exemple sur des fraudes au carburant où, comme je vous disais, il y a des sociétés pour qui, dans la mesure où le carburant représente le deuxième poste de charge après les salaires, que vous êtes dans des univers ultra concurrentiels où vos clients sont des grands groupes de la distribution, et qui sont très très attentifs aux moindres refacturations, et qui refusent de qu'on leur répercute les hausses de gasoil, ou avec des délais de paiement qui font que ça vous met en difficulté. Lorsque vos salariés, et qu'il y en a un ou deux, font des notes de gasoil qui sont injustifiées pour 1000 ou 2000 euros par mois, et ça peut aller très vite, hein, lorsque vous faites du transport routier sur toute la France, imaginez, bien, ça vous met en difficulté. Le risque pour la société, c'est celui-là. Grande cause, petite cause, grands effets. Ça arrive là, et j'ai des exemples de sociétés qui ont dû déposer le bilan parce qu'elles n'arrivaient pas à récupérer les sommes auprès de leurs clients, puisqu'elles considéraient que c'était injustifié. Parce que de l'autre côté, vous avez des grands groupes qui sont beaucoup plus armés, qui sont capables de vous dire, en termes de géolocalisation, bah non, le nombre de kilomètres ne justifie pas le gasoil que vous me refacturez.
Donc il y a un vrai sujet. Donc le risque pour la société, c'est le préjudice financier. Il y a le préjudice d'image aussi, parce que quand au sein de votre structure, quand vous faites partie d'un groupe et que c'est dans votre filiale française qu'on constate qu'il y a une faille au niveau du contrôle sur les notes de frais, sur ce type des fraudes, eh bien ça peut désorganiser beaucoup un groupe, ça crée un préjudice d'image. Il ne faut pas le négliger. Alors ensuite, il y a la sanction. Alors pour le salarié, bien évidemment, vous avez des sanctions qui vont sur le rapport d'abord sur il y a une violation de la loyauté dans le contrat de travail. Et vous avez tout le panorama et l'éventail des sanctions qui existent en droit du travail, qui vont du simple avertissement au licenciement pour faute lourde. Alors, j'attire aussi l'attention sur un point, c'est-à-dire que lorsque vous avez un sujet de fraude, quel qu'il soit, il va falloir documenter. Il ne suffit pas de dire « Ah, regardez, vos notes de frais sont injustifiées depuis tant de temps ». Il va falloir documenter ça. Et c'est pour ça que c'est important, c'est de mettre en place des systèmes d'information qui permettent de documenter à toutes les étapes. Deuxième type de sanction, et là on arrive dans des cas plus graves, c'est le pénal. Parce que pour la société, parfois, on va aller rechercher bien évidemment le remboursement. Alors bon, c'est des actions civiles, mais je ne rentre pas dans le détail. Mais parfois, il faut aller jusqu'au pénal, parce que la fraude, c'est rien d'autre qu'un détournement, c'est rien d'autre que du vol, de l'escroquerie. Vous voyez, ça parle peut-être plus en termes d'infraction. Et là, il faut engager des procédures pénales pour essayer d'obtenir la sanction du salarié. Alors, je parle de sanction du salarié, mais parfois, il y a aussi l'entreprise qui peut être mise en cause. J'évoquais au tout début de notre intervention le sujet d'une entreprise qui, finalement, ne verrait pas que son commercial a une activité frauduleuse pour essayer d'obtenir des ventes, qui offre des cadeaux, et tout ça à son insu, parce qu'on ne verrait pas qu'il y a des cadeaux qui sont injustifiés, et en même temps, le commercial, lui, par son entreprise, il serait incité par une politique de rémunération à la commission excessive. Et donc l'entreprise qui, finalement, sans le savoir, qui ne contrôle pas ce sujet-là, eh bien, elle peut se voir, elle aussi, reprochée et impliquée, mise en cause dans ce cas dans un cas de fraude. Donc complicité, auteur d'une Donc infraction. l'entreprise reste responsable finalement des actions Elle peut, de ce... elle peut l'être. Elle peut l'être, et ce qui justifie d'autant plus un contrôle sur ces sujets. Merci beaucoup Lionel. Donc là on a abordé effectivement les risques, et les risques sont nombreux. Quels seraient maintenant les conseils que vous donneriez aux participants de cette session pour limiter les risques de fraude? Alors, j'avais synthétisé en disant il faut prévenir, contrôler et poursuivre. Ça fait un peu, voilà, ça résume un peu. Et je pense qu'il n'y a pas vraiment de nouveauté. Alors, anticiper, prévenir, bien évidemment. Alors, comment on fait? Je pense que, comme je vous disais, il faut mettre en place des procédures et un suivi. Alors, mettre en place des procédures, ça veut dire avant tout prendre à bras-le-corps le sujet et mettre en place ce qu'on appelle maintenant une gouvernance. Alors, une gouvernance de personnes pour prévenir et former aussi les personnes. Il faut mettre en place aussi une gouvernance de moyens. Maintenant, vous avez plein d'applications sur tous les domaines d'activité qui permettent justement de voir une plus grande lisibilité. Je reviens beaucoup pour mon sujet de transport routier d'entreprise, parce que le fait est, c'est que c'est un sujet que j'ai actuellement. Mais vous avez des entreprises de transport qui sont avec une centaine, 200 salariés, et il y a encore une personne qui va contrôler de temps en temps, une fois par an, les notes de gaz, les notes de gasoil des chauffeurs. De façon identique dans des entreprises qui sont plus dans le secteur du commerce international, avec des gens qui voyagent à l'étranger, vous avez quasiment personne qui contrôle les notes de frais, et vous retrouvez par exemple du jour au lendemain avec
des frais d'agence de communication à l'autre bout du monde qui sont complètement injustifiés. Bon. Donc, il faut mettre en place des personnes et il faut mettre en place des moyens. Il y a aussi de façon plus juridique, je dirais, il faut aller voir un peu ce que disent les assurances sur ces sujets-là, parce qu'il y a une façon peut-être en cas de découverte de fraude, notamment quand on parlait des virements frauduleux, qui sont un sujet un peu... les assurances peuvent jouer. Je parlais de formation, je pense aussi que c'est très important, la formation de toutes les personnes exposées. C'est vraiment un sujet. Et je rebondis encore une fois sur les nouvelles réglementations. Alors, nos entreprises sont actuellement bombardées de nouvelles réglementations. Si je dis GDPR, tout le monde va fuir. Il y en a une autre qu'on connaît peut-être un peu moins, mais c'est la loi Sapin 2, qui vise à permettre aux entreprises de lutter contre la corruption. Et la corruption, c'est une autre forme de fraude, finalement. Et pour beaucoup d'entreprises françaises, c'est-à-dire qu'il y a des seuils, puis il faut faire plus de 100 millions de chiffres d'affaires et cumuler avec 500 salariés, mais vous voyez qu'on y arrive vite. La loi impose la mise en place de procédures internes et notamment de codes de conduite avec qui vont prévoir la mise en place de politiques, cadeaux et invitations pour essayer de contrôler justement ce type de frais et de charges. Il y a aussi la mise en place obligatoire de formation, comme je vous disais, donc c'est ce qui devrait être le cas pour est maintenant réglementé. On vous impose la formation. Alors contrôler, parce que c'est bien de mettre tout ça en place, mais il faut assurer un suivi. C'est d'ailleurs la loi Sapin 2, si vous êtes dans les seuils, elle vous impose aussi de mettre en place ces systèmes de contrôle réguliers pour vous assurer de l'effectivité de ces programmes. Mais c'est pour s'assurer aussi que finalement ce qu'on met en place sert à quelque chose. Et quand on sait que c'est contrôlé, finalement c'est un peu comme les impôts, on va faire plus attention régulièrement. Donc contrôler, et toujours il faut mettre en place de la gouvernance, contrôler par le biais de personnes et le biais des moyens. Comme je vous disais, je pense que maintenant, il y a beaucoup d'applications qui permettent de faire des contrôles. Alors, ça prend du temps, ça coûte de l'argent, mais il faut faire cet effort-là pour améliorer son... Pour prévenir. Ouais. Le deuxième, c'est poursuivre. Parce que nous sommes actuellement dans un pays où on ne poursuit pas tellement sur ces sujets-là. Le fait est, c'est que lorsqu'on découvre une fraude, on va essayer plutôt d'enterrer le sujet. Et on va se dire, tiens, là, comme on se sent un peu responsable aussi, on ne va pas essayer de sanctionner. Et je pense que c'est pas un bon point. À mon avis, poursuivre est important. Alors, vous avez les poursuites au niveau du droit social, avec les avertissements, les mises à pied, le licenciement lorsqu'il le faut. C'est pas toujours une fin en soi, le licenciement, parce qu'il y a des fraudes qui peuvent être réalisées où le salarié peut ne pas avoir conscience du caractère frauduleux. Lorsque on met à disposition un véhicule en leasing, par exemple, et on considère que son épouse ou son époux peut l'utiliser à titre personnel, on peut ne pas s'en rendre compte tout de suite que c'est une fraude. Eh bien, ça peut ne pas justifier donc nécessairement un licenciement pour faute grave. Donc il ne faut pas aller au plus grave tout de suite. D'où l'importance, alors là je vais prêcher un peu pour ma paroisse, de prendre un avocat sur ces sujets-là, parce qu'il va permettre de déterminer d'abord quels sont les documents, quels sont les éléments du dossier qui vont permettre de justifier une éventuelle sanction. Pour des cas graves, il faut mettre en place aussi des véritables enquêtes internes. Et il n'y a pas qu'un avocat qui va intervenir. Il y a aussi des spécialistes de la recherche d'infractions qui vont nous aider, notamment à aller chercher dans les systèmes d'information s'il y a dans des fraudes comptables des éléments de poursuite. Et puis ensuite, toujours un avocat, c'est pour permettre de déterminer une stratégie judiciaire, quel type justement d'action on peut engager pour sanctionner un fait frauduleux. Merci beaucoup. Julien, du côté SAP Concur, côté note de frais, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter à cela? Alors simplement, je voulais juste ajouter un petit point. J'illustrerai par l'exemple les mécanismes de contrôle et les aides à la poursuite dont vous parliez, Lionel, dans la seconde partie de la présentation. Maintenant, quand on parlait
mise en place de procédures, de politiques de dépenses, etc. Moi, ce que je constate, c'est qu'effectivement, il faut se faire accompagner sur ces sujets-là. Je pense que c'est intéressant, alors soit par des cabinets d'avocats comme Price, soit peut-être par des cabinets, je sais pas, on travaille aussi avec Arago, Axis, mais c'est plus sur la mise en place de l'outil, hein. Et sur la politique de dépenses elle-même, je pense qu'il est important de préciser qu'elle doit être adaptée. Parce que je pense qu'un des premiers facteurs de fraude sur les notes de frais, une des premières causes, c'est la politique de dépenses qui ne serait pas adaptée en fait à l'activité des collaborateurs. Si je mets des plafonds de dîner à 15 € sur tout le territoire, y compris à l'étranger, je pense qu'on va se retrouver avec beaucoup plus de fraude que si le plafond est adapté effectivement à l'activité des collaborateurs. Alors il y a des choses qu'on voit avant de mettre en place une solution de gestion des notes de frais qu'on sait, et il y a des choses qu'on ne sait pas. Donc il faut avoir un outil suffisamment flexible pour rappeler les règles aux collaborateurs sans être trop restrictif dans un premier temps et permettre justement la flexibilité de devenir un peu plus coercitif au bout de 5-6 mois par exemple, en rendant des contrôles non bloquants bloquants pour les collaborateurs de manière à justement communiquer sur la politique de dépenses interne à l'entreprise, qu'il s'agisse de cadeaux ou de dîners, de plafonds, etc. Justement communiquer là-dessus avant de bloquer ou d'être un peu plus coercitif sur ce type de dépenses. Merci Julien. Donc du coup, en termes de solutions technologiques, et j'ai pu constater qu'on avait une question à ce sujet, quelle serait la stratégie à adopter pour limiter la fraude? Alors, en dehors d'avoir une politique de dépenses adaptée, hein, qui est vraiment le premier niveau enfin, la première étape en fait dans un projet de déploiement d'une solution technique, ce que j'aimerais illustrer, c'est le fait d'avoir une stratégie qui consiste à sortir du mode déclaratif. En fait, on observe que aujourd'hui les collaborateurs saisissent leurs notes de frais et leurs dépenses. Donc ils indiquent la date, le montant, etc. Et c'est de toute manière source d'erreur et source de fraude. Donc la stratégie que propose Concur, c'est d'essayer d'automatiser toute la création des dépenses et donc des notes de frais par des moyens techniques. Ça a deux objectifs. Premièrement, simplifier la vie des collaborateurs, ce qui sera le moyen de garantir l'adoption de la solution par ses collaborateurs. Parce qu'il n'y a rien de plus embêtant qu'une solution qui vous demande de remplir 20 champs par dépense pour être sûr qu'il n'y a pas d'erreur. Donc l'idée, c'est d'automatiser tout ça pour simplifier la vie des collaborateurs. Et puis l'idée aussi, c'est de sécuriser les dépenses pour que justement on soit à peu près tranquille vis-à-vis des erreurs de saisie et des fraudes qui pourraient être constatées. Donc on a plusieurs moyens pour y arriver. D'une part, le premier moyen, ça va être l'acquisition et la reconnaissance des informations des justificatifs papier quand on reste, c'est un pis-aller, hein, mais quand on reste sur des gestions de justificatifs de dépenses papier, on doit être capable de reconnaître automatiquement les données qui sont sur le justificatif, si possible sans intervention manuelle de l'utilisateur. Ensuite, on va chercher à automatiser à 100% l'intégration des dépenses dans les notes de frais. Et on va y arriver par plusieurs automatismes. Le premier, ça va être l'intégration des données de paiement bancaire quand on utilise une carte affaires, que ce soit une carte affaires, une carte logée ou une carte achat d'ailleurs. Parce qu'il y a trois manières de payer les dépenses. On va pouvoir intégrer ça directement dans la note de frais du collaborateur, à J+1, J+2 de la dépense. Et effectivement, les données bancaires contiennent la date de la dépense, le montant, le nom du fournisseur. Donc on va pouvoir initier immédiatement la dépense dans la note de frais du collaborateur. Et effectivement, les données seront sécurisées par le fait qu'elles viennent de la banque et plus d'une saisie.
Une autre acquisition automatique possible, mais ça va nécessiter de gros investissements techniques de la part de la solution utilisée, c'est l'intégration des dépenses partenaires. Donc là, il s'agit d'être connecté directement, je vais y revenir, à un réseau de partenaires fournisseurs pour que les fournisseurs nous envoient les dépenses constatées et non pas la saisie d'un collaborateur. Et puis, on en parlait tout à l'heure sur les indemnités kilométriques. L'idée, c'est d'automatiser autant qu'on peut le calcul de ces indemnités pour essayer de limiter la fraude, parce qu'on constate en Europe qu'il y a à peu près 20% des kilométrages déclarés par les collaborateurs qui n'ont jamais existé. Donc ça reste une fraude importante pour laquelle on n'avait pas de solution jusqu'à aujourd'hui. Julien, tu évoquais l'intégration des dépenses partenaires. De quoi parle-t-on exactement? Quelle est la valeur ajoutée pour le collaborateur et pour l'entreprise? Alors, la valeur ajoutée pour le collaborateur, il s'agit de lui permettre de connecter son compte, je sais pas, Airbnb ou Uber, avec le compte qu'il utilise dans sa solution de gestion de notes de frais, comme Concur. Et donc, quand il fait ça, il le fait une fois pour toutes. Hein, il va connecter son compte Concur avec son compte Accor Hotel, par exemple, ou Captain. Et bien, après, les réservations qu'il fera avec l'application mobile Uber ou Captain ou Accor Hotel, il devra indiquer si ce sont des réservations pro ou perso. Si ce sont des réservations professionnelles, elles iront automatiquement alimenter sa note de frais sans ressaisie de sa part. Et donc là, tout est automatique. Les utilisateurs adorent ce type de système parce que ça leur simplifie énormément la vie. Et nos clients aussi, puisqu'ils ont une remontée directe des informations dans la note de frais et pas un mois après, à la fin du mois, voilà, avec un délai conséquent. Donc là, je vais vous présenter rapidement un exemple concret pour que tout le monde comprenne. Je prends le cas d'un utilisateur qui veut se connecter, qui utilise Concur, qui veut se connecter à Airbnb, mais ça pourrait être Uber, ça pourrait être Captain, ça pourrait être d'autres partenaires de Concur. Il prend son téléphone mobile et il va cliquer sur se connecter aux applications dans Concur. Et donc à la suite de ça, il va avoir une liste des différents fournisseurs auxquels il est autorisé à se connecter. Donc là, il y aura Airbnb, Trendline, Accor Hotel, etc. Et quand il va se connecter à Airbnb, on va lui demander de saisir son login mot de passe Airbnb et les deux comptes vont être liés. Donc là, on voit par exemple sur l'écran une petite indication verte qui indique que les deux comptes sont connectés. Suite à cela, le collaborateur, quand il aura une réservation à effectuer, il va se rendre sur Airbnb. Et il va démarrer l'application mobile Airbnb classique, hein, pas une application mobile particulière. Et quand il va sélectionner une chambre, eh bien, à la fin de sa réservation, on va lui demander est-ce que c'est un voyage professionnel? Bon là c'est en anglais, mais on l'a aussi en français. Hein. Est-ce que c'est is this a business trip? Et quand le collaborateur met oui, la note de frais sera automatiquement alimentée avec les données de sa réservation, sécurisée avec le montant, la date, éventuellement l'adresse d'ailleurs, ce qui rendra bien service au travel manager qui peine un peu pour avoir ces informations-là. Et donc, on limitera d'autant le type de fraude qu'on peut aussi constater dans les réservations hôtelières d'ailleurs. Super cet exemple. Et concernant les indemnités kilométriques, comment peut-on les tracer plus efficacement, sachant qu'aujourd'hui, a priori, ce poste n'est pas vraiment contrôlé? Oui, alors d'une part, on constate pas mal de fraudes sur les indemnités kilométriques. Donc là, j'ai quelques éléments qui permettent d'illustrer le problème. Ce qu'il faut savoir, c'est que personne ne demande jamais de justificatif pour une indemnité kilométrique. Et puis, quand on a une indemnité kilométrique, on observe que dans plus d'un cas sur deux, il n'y a pas de contrôle ni du manager, ni de la comptabilité sur ce type de frais. Donc c'est vraiment une dépense qui passe sous le radar. Et donc nos clients nous ont demandé de trouver une solution justement pour limiter les fraudes et automatiser le calcul de ces indemnités kilométriques. Donc historiquement sur Concur, on avait une solution
qui était intégré à Google Maps. Donc c'est les deux premiers écrans que vous voyez sur le slide qui est affiché aujourd'hui, enfin à l'instant, pardon, qui consistait à demander aux collaborateurs d'où est-ce que vous êtes parti, où est-ce que vous êtes arrivé, est-ce que vous avez fait plusieurs étapes, est-ce que certaines étapes on les considère comme personnelles, donc à ne pas rembourser par rapport à d'autres étapes qui seraient professionnelles. Donc ça, c'est déjà un calcul kilomètre qui est automatisé, qui était automatisé, mais toujours basé sur une déclaration de la part du collaborateur. Donc je pouvais très bien dire que j'avais fait un Paris-Versailles en passant par Marseille, par exemple. Donc après, voilà, c'est charge au manager ou à la comptabilité de contrôler ça. Maintenant, on va beaucoup plus loin avec une solution qui s'appelle Concur Drive et qui est complètement activable par le collaborateur. Donc ça, on a parlé de GDPR tout à l'heure, donc je tiens à le préciser, c'est le collaborateur qui active cette fonctionnalité. Et alors il aura deux options. Soit il peut l'activer et lorsqu'il l'active, il va pouvoir indiquer à Concur Mobile qu'il commence son déplacement et qu'il le termine par deux boutons. Et entre les deux, Concur Mobile va utiliser tous les capteurs du téléphone, GPS plus gyroscope, pour détecter les déplacements, les arrêts, etc. et va calculer automatiquement les kilométrages effectués par le collaborateur. Et lorsque le collaborateur appuie sur arrêt, ça va déclencher la génération d'une dépense dans la note de frais de l'utilisateur avec le bon montant à rembourser, que ce soit un barème URSSAF ou pas, tout le calcul de l'indemnité va être calculé. Ça, c'est une première méthode qui reste un déclenchement manuel, on va dire. Quand on est sur des populations beaucoup plus mobiles, donc des commerciaux itinérants, on a voulu encore plus automatiser le système. C'est l'écran de droite que vous avez à l'instant à l'écran. Le collaborateur va pouvoir indiquer jour par jour ses horaires d'activité, donc 8h, 17h le lundi, 10h, 21h le mardi, etc. Et l'application mobile va rester en tâche de fond et va se mettre à calculer les déplacements automatiquement, mais uniquement pendant ces heures d'activité. Donc là, tout est automatisé, et comme on ne veut pas en plus que l'application se mette à calculer des indemnités kilométriques quand le collaborateur prend un train ou un RER, eh bien, on peut conditionner ce calcul par rapport au fait de capter le Bluetooth de la voiture. C'est-à-dire que l'application ne calculera des indemnités kilométriques que lorsqu'elle est dans la voiture du collaborateur. Donc par ce système, on simplifie la vie du collaborateur vraiment énormément. Et en plus, on sécurise la dépense. Alors bien sûr, il faudra quand même vérifier que le bien fondé du déplacement. Est-ce que j'étais vraiment en visite client? Mais ça reste la charge du manager et de la structure de validation de l'entreprise. Mais en tout cas, par ce système-là, on est sûr que les kilomètres déclarés sont effectivement les kilomètres parcourus. Très bien. Donc là, on a pu effectivement constater qu'on sortait du mode déclaratif grâce à l'automatisation. Est-ce qu'on peut dire que les solutions technologiques sont suffisantes pour éviter la fraude? Alors, on progresse, on va dire qu'on progresse. Il faut ce type de solution pour justement essayer de diminuer la part d'humain dans le processus, la part d'erreur. Mais ce qu'on observe, c'est que aujourd'hui, on va dire, rien ne vaut l'œil humain pour certains types de dépenses. Et c'est bien pour ça que il faut des audits. Alors ces audits, ils peuvent être menés en interne chez nos clients, hein. Ils peuvent être aussi proposés par des équipes d'auditeurs Concur. On a un service qui s'appelle Audit et qui permet d'auditer tout ou partie des notes de frais. Donc d'une part, on a une solution qui va automatiser la gestion de la note de frais, qui va utiliser un moteur de règles qui va permettre justement d'appliquer des plafonds, des règles de workflow, avec certaines tolérances possibles. On va pouvoir contrôler que certaines dépenses ne sont pas faites le week-end, par exemple. Donc tout ça, c'est un ensemble de règles automatiques qui sont appliquées aux dépenses. Mais on va pouvoir aussi proposer un audit humain, parce qu'on a les équipes
qui vont aller rechercher des pratiques ou des dépenses qui seraient cachées aux règles automatiques. Par exemple, je donne un exemple, ma société refuse de rembourser les alcools forts, voilà. Mais moi je crée une dépense de dîner de 200 € qui passe sous le plafond. Mais manque de bol, dans cette dépense, les règles automatisées n'ont pas vu qu'il y avait 150 € d'alcool fort. Voilà, dans ce dîner. Donc là, les équipes d'auditeurs vont pouvoir aller contrôler en détail, dans le justificatif, dans la saisie du collaborateur, que cette dépense n'est pas conforme aux règles de la société, pour justement demander correction à l'utilisateur. Alors ça peut être une erreur, ça peut être plein de choses, mais dans certains cas, ça peut être de la fraude. Donc on a deux types de contrôle. La première étape, c'est un contrôle très simple sur les justificatifs qui sont soumis dans le système. On va contrôler que la date correspond bien à ce qui a été saisi ou reconnu, le montant, le type de dépense, le nom du vendeur-fournisseur. Donc on va contrôler un premier niveau de détail. Par contre, on a une deuxième étape qui est beaucoup plus importante, qui va justement contrôler ce que j'expliquais tout à l'heure, le respect complet de la politique de dépense. Donc là, on a un auditeur qui va aller utiliser un système que je vais vous montrer tout à l'heure pour auditer dans le détail la note de frais. Et puis, on va être capable aussi de faire des vérifications fiscales sur les dépenses engagées. Est-ce que le type de reçu correspond bien à ce qui a été déclaré dans le système? Est-ce que le montant de la TVA est bien le bon? Est-ce que si c'est une TVA 0%, il y a bien les mentions sur le justificatif qui permettent d'avoir une TVA à 0%? Tout ce type de contrôle va pouvoir être fait par nos équipes. Et donc ces équipes utilisent un système interne, dont on voit un exemple ici. Donc on se met d'accord avec le client pour avoir une liste de contrôles à effectuer. Donc c'est notre client qui décide quel contrôle on va faire. Donc c'est vraiment à la carte. Et donc par le biais d'une liste de questions qu'on voit en bas à gauche de l'écran, eh bien l'auditeur va apporter une réponse en face de chaque question. Et si certains critères ne sont pas respectés, il sera capable de renvoyer la note de frais au collaborateur avant même que le manager n'ait à l'approuver. Donc tout ça, ça peut intervenir en moins de 72 heures dans le workflow de validation. Et je l'expliquais tout à l'heure, on peut faire ça sur toutes les notes de frais. Par exemple, si on veut s'assurer une conformité totale à la TVA, on peut contrôler humainement que tous les taux de TVA sont les bons, ou on peut faire ça sur une certaine partie de la population ou des notes de frais, par exemple contrôler systématiquement toutes les notes de frais des nouveaux arrivants dans l'entreprise, moins d'1 an d'ancienneté, hop, ça passe par l'audit. Ok, donc en plus de l'audit, et on le parlait tout à l'heure, l'idée c'est d'avoir accès aux données en fait, pour pouvoir poursuivre, pour pouvoir contrôler, voire poursuivre. Si on a une tonne de justificatifs papier avec une saisie juste des montants totaux des notes de frais dans le système comptable, ça va être très compliqué d'avoir une visibilité sur les fraudes, ou même des dépenses. Donc l'idée c'est d'avoir un outil de business intelligence qui permette d'accéder aux données de manière transparente, en quasi temps réel, on va dire, parce que sur ce type d'analyse, on n'a pas besoin d'un temps réel à la seconde. Et l'idée c'est de pouvoir utiliser des rapports préconstruits, ça c'est l'idéal, et d'éventuellement pouvoir construire ses propres rapports, ou pouvoir même demander la construction de ces rapports à l'éditeur de la solution informatique. Une fois qu'on a construit les rapports, l'avantage c'est qu'on va pouvoir automatiser leur génération, hebdo, mensuel, etc. Et éventuellement les distribuer dans l'entreprise aux acteurs concernés. Alors évidemment, quand on parle de fraude, ça sera une liste de distribution assez restreinte, mais d'autres rapports peuvent être diffusés de manière plus globale. Et j'ai quelques exemples à vous montrer. Tout à l'heure, j'illustrais, je parlais des invitations croisées. Donc moi, je suis en Allemagne et Lionel est en France et on s'invitait mutuellement. Sur Concur, on a un rapport qui existe déjà, hein, qui est en standard, qui permet d'identifier ce type d'invitation croisée. Et si on veut faire les malins, et d'ailleurs
déclarer des montants un peu différents à 1 euro près, eh bien le rapport, on pourra lui donner une tolérance qui permettra d'identifier quand même ce type d'invitation croisée. Donc ça, sans outils informatiques, sans outils de business intelligence, c'est très très compliqué à faire, voire impossible. Avec une solution comme Concur, vous l'avez par défaut. Alors j'ai voulu être un peu polémique, mais ça c'est un client qui nous l'a demandé, mais je ne citerai pas lequel. On peut aussi voilà, avoir une idée de la conformité des collaborateurs pour avoir par exemple le classement des collaborateurs qui sont hors politique. Donc là on parle pas forcément de fraude, mais voilà. Donc c'est un type de rapport qu'on peut générer. Je pense pas qu'on l'affichera dans la salle commune à la vue de tout le monde, mais voilà, c'est simplement pour être un peu polémique sur le sujet. Voilà. Merci beaucoup, Julien. Pour récapituler tout ce que nous avons dit lors de cette session, pour les entreprises qui sont touchées, effectivement, la fraude, c'est tout d'abord synonyme de risque, risque financier et ou de trésorerie, de risque sur les données commerciales notamment, de risque d'interruption d'activité et enfin de risque de réputation. Je pense que Lionel l'a très bien étayé. Les moyens utilisés pour déjouer les fraudes ont évolué. Et notamment sur la partie technologique. Et l'enjeu aujourd'hui est de trouver le bon équilibre entre ces moyens qui sont plutôt traditionnels, des moyens humains, de procédures de contrôle interne, mais également de dispositifs technologiques. Donc ces trois dimensions sont complémentaires et vont permettre de renforcer le contrôle des notes de frais et ainsi réduire la fraude et les risques associés. Nous arrivons au terme de cette session. Et Julien, tu souhaiterais ajouter quelque chose? Oui, j'ai encore un petit commentaire parce que là j'ai parlé uniquement des solutions qui existent actuellement sur la plateforme Concur, mais il faut bien savoir également qu'on travaille à des solutions pour l'avenir. Donc aujourd'hui, comme j'expliquais, l'humain reste un facteur pas prépondérant, mais très important de ce type de contrôle pour essayer de limiter la fraude. Mais on travaille avec des solutions qu'on appelle Concur Detect. Pour l'instant aux États-Unis, c'est pas encore déployé en Europe. Ce type de solutions fait appel à des technologies d'intelligence artificielle qui vont être capables, après implémentation, de détecter des signaux faibles en autonomie et de relever des cas possibles de fraude. Donc on travaille sur ce sujet-là, il y a déjà des solutions disponibles dans d'autres pays. Ça arrivera peut-être en Europe et en France dans les mois à venir, je ne peux pas m'engager sur le sujet. Mais effectivement, on travaille avec ces solutions-là. Merci pour cet ajout important. Merci à Lionel pour votre participation, à Julien également. Donc nous arrivons au terme de cette session et nous pouvons désormais vous permettre de poser toutes vos questions via le module chat. Donc je pense qu'on a déjà reçu un certain nombre de questions, donc on va essayer de les prendre par ordre d'arrivée. Alors on me demande dans quel pays Drive peut être activé et utilisé. J'avoue que j'ai pas la réponse à cette question. Je me permettrai de noter votre nom et de vous répondre ultérieurement. Donc on a déjà quand même la France, Oui, bien sûr. Ouais. on a quand même l'Angleterre, l'Allemagne, Ouais. et ensuite pour les autres pays, il faudra effectivement vérifier. Alors, on pose la question sur la validité des justificatifs dématérialisés en cas de contrôle par l'administration, alors j'imagine fiscale ou URSSAF. C'est une très bonne question parce que ça va me permettre de préciser que Concur est en phase de early adopters sur le sujet. Donc ça, c'est un projet. Donc j'imagine qu'on parle on parle de la France ici. Même si c'est un sujet qui est international aujourd'hui. Donc Concur permet déjà de dématérialiser fiscalement ses justificatifs aux États-Unis, en Angleterre, il me semble au Japon, et effectivement, la loi évolue dans beaucoup de pays, dont la France. Donc on a développé une solution conforme aux attentes de droit français.
qui utilisent des formats particuliers imposés comme le PDF, des signatures électroniques, de l'eurodatage, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail technique ici. Donc cette solution, elle a été développée, elle est actuellement en cours de test early adopters sur quelques clients, 2 ou 3 clients. Et puis dans les semaines à venir, mais là vraiment je parle de semaines, on va la déployer, on va la proposer de manière générale sur le marché français. Et là vous pourrez jeter vos justifs papier à la poubelle en utilisant ce type de solution. Donc ça c'est pour la France, et dans un second temps, l'Espagne arrivera très vite, et d'autres pays suivront en Europe, parce que vous le savez, on est sous une circulaire européenne, mais chaque pays a eu la bonne idée de mettre en place ses propres règles en matière de dématérialisation fiscale des justificatifs. Donc c'est un projet global qui implique des développements locaux chez Concur. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, hein, si vous avez d'autres questions, il nous reste encore 2 minutes Alors, pour pouvoir y répondre. j'ai une question, quels sont les outils BI dans lesquels on peut intégrer Concur pour des rapports préconstruits? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Concur intègre un outil de Business Intelligence, qui s'appelle Concur Intelligence d'ailleurs. Donc les rapports préconstruits, en fait, ils sont proposés dans Concur Intelligence. Après, rien ne vous empêche de paramétrer des extractions automatiques et régulières de ces rapports dans l'outil de BI, de les mettre à disposition, par exemple, en format CSV et en programmant une mise à disposition sur notre serveur FTP sécurisé pour pouvoir aller les chercher avec un autre outil de Business Intelligence comme Power BI ou Tableau, etc. Donc ça, c'est des extractions qui peuvent être paramétrées juste avec Concur Intelligence. Si vous voulez aller plus loin et avoir accès à des données de temps réel, Concur propose aussi ce qu'on appelle des web services. Un web service, ça va être la capacité offerte d'aller requêter dans la base de données Concur pour pouvoir accéder aux informations, les extraire en temps réel, quasi temps réel, et les intégrer dans un système tierce, quel que soit le type de système. Donc ça, c'est quelque chose que Concur propose. Il suffit de demander à votre account manager la mise enfin l'ouverture des web services. Alors, j'ai un commentaire. Hein. Je vois aucun outil de détection de fraude par Concur actuellement. Non, je suis désolé, je peux pas être d'accord avec cette affirmation. On a plusieurs outils, j'en ai parlé. Que ce soit des règles dynamiques sur la plateforme en automatique, évidemment les contrôles de doublons les détectent en automatique. On va être capable de détecter les dépassements de plafond, etc. Que ce soit par l'intermédiaire de notre outil de BI qui va justement vous permettre d'avoir accès à des rapports justement dédiés à la fraude. Hein. J'en ai illustré un ou deux, mais on en a beaucoup plus que ça. Et que ce soit via notre service d'audit qui va permettre de limiter énormément les fraudes. Si vous voulez qu'on discute, on pourra discuter. Je vous laisserai mes coordonnées. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, j'ai une question, mais j'arrive pas à la voir. La fenêtre est trop petite, voilà.
En parallèle, si on reçoit d'autres questions, tu envoies d'autres, Julien, non? Pas relative à la fraude, donc s'il j'y n'y a pas répondrai, de- mais directement aux participants. D'accord. Nous avons donc une petite question à votre disposition pour savoir quelles sont les thématiques que vous souhaiteriez voir abordées lors de nos prochains webinaires. N'hésitez pas à y répondre. L'idée, c'est vraiment de pouvoir aborder des sujets qui vous intéressent. Donc voilà, c'est assez rapide, c'est anonyme. Nous aurons effectivement la vue agrégée. Voilà. Donc si nous n'avons pas d'autres questions, merci beaucoup à Lionel encore une fois Je vous en prie, pour merci à sa vous. participation et merci à vous tous. Rendez-vous pour les prochains webinaires. Merci Julien également. Merci. À très vite et très bonne journée. Au revoir.